Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre lecture du livre de Susan Cain, La force des discrets, le pouvoir des introvertis dans un monde un peu trop bavard. Nous nous étions arrêtés au chapitre 6 qui s'intitulait Franklin était un politicien mais Eleanor parlait avec sa conscience, un comparatif des deux célébrités. J'espère qu'il vous aura plu. Alors, je fais ces vidéos, je vois qu'elles ne sont pas beaucoup vues, il y a une vingtaine à une trentaine de personnes qui les écoutent, mais écoutez, on va finir évidemment pour ces personnes-là, parce que je pense qu'elles veulent connaître tout le déroulé du livre. Donc n'hésitez pas à mettre un like, celles qui m'écoutent à chaque fois, et puis à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre un commentaire, c'est super sympa, ça m'encourage et ça me motive à continuer. Merci à tous, et sans plus tarder, on commence le chapitre 7. Les raisons du krach boursier de Wall Street et du succès de Warren Buffett. Comment les introvertis et les extravertis pensent et comment ils métabolisent la dopamine de manière différente. Tocqueville constata que la vie qu'entraînait la nature même de l'Amérique, de la démocratie et des affaires, une vie d'action et de décision permanente, faisait grand cas d'un esprit rude et vif, d'une prise de décision rapide et de la promptitude à saisir les occasions, et que toute cette activité n'était pas propice à la délibération, l'élaboration et la précision de la pensée. Richard Hofstadter, l'anti-intellectualisme dans la vie américaine. Le 11 décembre 2008, l'année du grand krach boursier, peu après 7h30, le téléphone du docteur Janice Dorn sonna. Les marchés de la côte Est s'ouvraient sur une nouvelle séance de carnage. Les prix de l'immobilier s'effondraient, le marché des crédits était gelé et General Motors était au bord de la faillite. Dorn est titulaire d'une thèse en neurosciences avec une spécialisation dans l'anatomie du cerveau. Elle est aussi médecin, elle consulte en psychiatrie, trader sur le marché à terme de l'or et psychiatre financier auprès d'environ 600 traders. Ce matin-là, l'appel provient d'Alan, un homme de 60 ans habitant dans le Middle West, le genre loyal et travaillant dur. Il a la jovialité ainsi que l'assurance d'un extraverti et l'histoire tragique qu'il raconte ne semble pas avoir entamé sa bonne humeur. Avec sa femme, ils ont travaillé toute leur vie et réussi à économiser $1 million pour leurs vieux jours. Mais 4 mois plus tôt, sans aucune expérience de la bourse, il s'est mis en tête d'acheter pour $100 000 d'actions General Motors, persuadé que le gouvernement américain allait renflouer l'industrie automobile et qu'il ne courait aucun risque. Une fois qu'il eut acheté ses actions, les médias annoncèrent que l'État avait changé d'avis. L'action General Motors chuta. Pourtant, Alan imagina qu'il pouvait encore gagner gros. Il se décida finalement à vendre et perdit gros. Le pire était encore à venir. Lorsqu'il entendit dire que le renflouage aurait finalement lieu, il racheta pour $100 000 d'actions et le scénario catastrophe se répéta. Il se fit alors la réflexion que le prix ne pourrait pas descendre plus bas, tout excité à l'idée de tout ce que lui et sa femme feraient de leur butin. Mais l'action baisse encore. Il finit par vendre. Dans un nouvel accès d'ivresse, acheta de nouveau. Quand l'action toucha le fond à $2, Alan avait perdu $700 000, soit 70% de ses économies. Il était effondré. Il demanda à Dorn de l'aider à limiter les dégâts. Cependant, elle ne pouvait rien faire. L'argent était perdu et bien perdu. Il demanda ce qu'il avait fait de mal. Dorn avait matière à lui répondre. En tant qu'amateur dans la partie, Alan n'aurait jamais dû jouer plus de 5% de son capital, soit $50 000. Et le problème majeur de tout cela était la pulsion sur laquelle Alan n'avait pas eu prise. Pour Dorn, il avait vécu un excès de ce que les psychologues appellent sensibilité à la récompense. Une personne sensible à la récompense est très motivée par la quête de gratification, obtenir une promotion professionnelle, gagner au loto, passer une bonne soirée avec des amis. Ce sentiment nous motive à poursuivre des objectifs tels que l'argent, les relations sexuelles ou encore le statut social et l'influence. C'est lui qui nous pousse à monter plus haut sur l'échelle pour attraper les plus beaux fruits se trouvant hors de portée. Mais on est parfois trop sensible à la récompense, ce qui peut entraîner toutes sortes d'ennuis et faire prendre des risques inconsidérés en négligeant les signaux d'alarme évidents. Alan en avait reçu beaucoup des signaux. Obsédé par le désir de gagner gros, il ne les avait pas vus. Il avait sombré dans le schéma classique de l'emballement de la sensibilité à la récompense. Au moment même où le bon sens lui hurlait de ralentir, il avait accéléré, engloutissant au passage tout ce qu'il avait dans des opérations désastreuses.
L'histoire de la finance regorge d'exemples de traders se laissant ainsi déborder. Dans le domaine du rachat de compagnies, les spécialistes en économie comportementale observent depuis longtemps que la perspective de battre leurs concurrents peut mettre les acheteurs potentiels dans un tel état d'excitation qu'ils ignorent les signaux d'alarme leur indiquant qu'ils s'apprêtent à payer beaucoup trop cher l'entreprise qu'ils convoitent. Ce phénomène est si courant qu'il porte un nom, la fièvre du gain, suivi par la malédiction du gagnant. La fusion Howell-Time Warner, qui dévalua de 200 milliards de dollars les actions de Time Warner, en est un exemple classique. De nombreux indices montraient que le stock d'Howell, pourtant monnaie d'échange de la fusion, était largement surévalué. Les directeurs de Time Warner approuvèrent néanmoins l'opération à l'unanimité. Je l'ai fait avec au moins autant d'excitation et d'enthousiasme que j'en ai ressenti la première fois que j'ai fait l'amour, il y a 42 ans, s'était exclamé Ted Turner, l'un de ses directeurs et le plus gros actionnaire de la compagnie. Ted Turner, c'est encore meilleur que le sexe, avait titré le New York Times le lendemain, gros titre sur lequel nous reviendrons lorsque nous aborderons la question de savoir pourquoi les gens intelligents sont parfois trop sensibles à la récompense. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que tout cela a à voir avec l'introversion et l'extraversion? Est-ce qu'on ne se laisse pas tous un peu emporter parfois? Bien sûr que si, mais certains d'entre nous plus que d'autres. Dorn a observé que ses clients extravertis avaient tendance à être sensibles à la récompense là où les introvertis prêtaient attention aux signaux d'alarme. Ils réussissent mieux à réguler leurs désirs et leur excitation. En un mot, ils se protègent mieux de la chute des cours. Pour comprendre cette différence entre introvertis et extravertis, il faut en savoir un peu plus sur la structure du cerveau. Comme nous l'avons vu dans le chapitre 4, notre système limbique, que Dorn appelle notre vieux cerveau, est axé sur la sensibilité et l'instinct. Il est composé de divers éléments dont l'amygdale et est en interconnexion intime avec le noyau accumbens, parfois surnommé centre du plaisir du cerveau. En évoquant le rôle de l'amygdale dans la réactivité haute et l'introversion, nous avons exploré le côté anxieux du vieux cerveau. Jetons maintenant un œil à son côté gourmand. Selon Dorn, le vieux cerveau passe son temps à nous dire « Oui, 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 mange plus, bois plus, fais plus l'amour, prends un tas de risques, profite de tout ce que tu peux prendre et surtout ne réfléchis pas. » La partie du vieux cerveau qui recherche la récompense et le plaisir, voilà ce qui a poussé Alan à jouer avec des économies de toute une vie, comme avec de vulgaires jetons de casino. Nous avons aussi un cerveau neuf, appelé néocortex, qui a évolué plusieurs milliers d'années après le système limbique. Ce dernier est lié à la pensée, l'organisation, le langage, la prise de décision, certaines de ces facultés spécifiques qui nous définissent en tant qu'humains. Bien qu'il joue également un rôle non négligeable dans notre vie émotionnelle, il est surtout le siège de la rationalité. Selon Dorn, son message à lui serait plutôt « Non, 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 ne fais pas ça, c'est dangereux, ça n'a aucun sens, ce n'est pas dans ton intérêt ni dans celui de ta famille ou de la société. » Alors, que faisait le néocortex d'Alan quand il était aux prises avec sa frénésie boursière? Cerveau vieux et neuf travaillent ensemble, mais pas toujours efficacement. Ils sont même parfois en conflit, et c'est celui qui envoie les signaux les plus puissants qui fait pencher la balance de la décision. Ainsi, lorsque le vieux cerveau d'Alan a envoyé des messages surexcités à son cerveau neuf, ce dernier a sans doute répondu en bon néocortex. Il a dit au vieux cerveau de ralentir, de faire attention, et a vraisemblablement perdu la lutte intérieure qui a suivi. Nous avons tous un vieux cerveau. Cependant, de même que l'amygdale d'une personne hautement réactive sera plus sensible que la moyenne à la nouveauté, les extravertis semblent plus exposés que les introvertis aux pulsions du vieux cerveau. Certains scientifiques commencent même à se pencher sur l'idée que la sensibilité à la récompense ne soit pas seulement une caractéristique intéressante de l'extraversion, mais qu'elle soit ce qui fait qu'on est extraverti. Autrement dit, les extravertis se distinguent par une tendance à rechercher la gratification, qu'il s'agisse de statut social, de jouissance sexuelle ou de gains financiers. On a constaté que, sur les plans économiques, politiques et sensuels, ils avaient de plus hautes ambitions que les introvertis. Même leur degré de sociabilité dépendrait de cette quête de récompense. Les extravertis se lient aux autres parce que les rapports humains sont par essence valorisants. Qu'est-ce qui se cache derrière cette recherche de la récompense? La clé semble être l'émotion positive. Les extravertis ont tendance à ressentir plus de plaisir et d'excitation que les introvertis, des émotions qui sont activées, comme l'explique le psychologue David Neatle dans son brillant ouvrage sur la personnalité, en réponse à la quête ou la conquête d'une ressource qui est chère au sujet.
L'excitation se fonde sur la conquête anticipée de cette ressource. La joie en suit la conquête. En d'autres termes, les extravertis se retrouvent souvent dans un état émotionnel que nous pourrions appeler agitation positive, un afflux de sentiments d'énergie et d'enthousiasme. C'est là une sensation que nous connaissons et apprécions tous, mais pas nécessairement dans les mêmes proportions ni à la même fréquence. Les extravertis semblent recevoir une agitation positive supplémentaire dans la poursuite et la réalisation de leurs objectifs. L'origine de cette agitation semble être un degré d'activité accrue dans une partie précise du cerveau, souvent appelée système de récompense, qui inclut le cortex orbitofrontal, le noyau accumbens et l'amygdale. La tâche de ce système de récompense est de susciter une excitation d'anticipation, et les expériences par IRM montrent qu'il est activé par n'importe quel plaisir potentiel. Les neurones qui transmettent l'information dans le réseau de la récompense agissent en partie par l'intermédiaire d'un neurotransmetteur, une substance chimique transportant l'information entre les cellules appelée dopamine. La dopamine est donc la substance chimique de la récompense sécrétée en réponse à l'anticipation du plaisir. Selon certains scientifiques, plus le cerveau est réactif à la dopamine ou plus le niveau de dopamine disponible est élevé, plus on sera susceptible de rechercher des récompenses telles que les relations sexuelles, le chocolat, l'argent ou le statut social. Lorsque l'on stimule l'activité de la dopamine dans le cerveau de souris, elles se mettent à courir frénétiquement en rond dans leur cage vide jusqu'à mourir d'inanition. La cocaïne et l'héroïne, qui stimulent les neurones de libération de la dopamine chez l'homme, rendent euphorique. Chez les extravertis, les canaux de la dopamine semblent plus actifs que chez les introvertis. Bien que le lien exact entre extraversion, dopamine et système de récompense du cerveau reste à éclaircir, des recherches montrent d'ores et déjà que le cortex orbitofrontal médian, composante clé du système cérébral de récompense activé par la dopamine, est plus gros chez les extravertis. À l'opposé, on observe une réaction moindre du système de récompense chez les introvertis. Pour résumer, il en faut plus pour susciter chez eux de l'agitation positive. Par certains côtés, les extravertis ont de la chance. L'agitation positive, c'est un peu comme les bulles de champagne. Elles procurent le combustible pour se donner à fond dans le travail ou le jeu. Elles nous donnent le courage de prendre des risques et d'accomplir des actions qui, sans elles, nous paraîtraient trop difficiles, comme faire un discours. Mais l'agitation positive a aussi des inconvénients de taille. On suppose toujours qu'accentuer les émotions positives est une bonne chose. C'est inexact, révèle le professeur de psychologie Richard Ward en évoquant l'exemple des matchs de foot qui dégénèrent dans la violence et le vandalisme. Bon nombre de comportements antisociaux et contre-productifs émanent de gens qui amplifient les émotions positives. L'autre désavantage de l'agitation positive, c'est son lien avec le risque, parfois inconsidéré. Elle peut nous amener à ignorer les signaux d'alarme que nous devrions prendre en compte. Quand Ted Turner, qui paraît être extrêmement extraverti, compare l'opération Howell Time Warner à sa première expérience sexuelle, il résume bien l'état d'agitation positive dans lequel il se trouvait. Celui d'un adolescent tellement excité à la perspective de passer la nuit avec sa nouvelle petite amie qu'il ne réfléchit pas aux conséquences. Cet aveuglement face au danger peut expliquer pourquoi les extravertis sont plus victimes d'accidents de la route lorsqu'ils sont au volant, plus souvent hospitalisés à la suite de blessures graves, fument, ont des relations sexuelles non protégées, pratiquent des sports extrêmes, ont des liaisons extra-conjugales et se marient plusieurs fois. Cela peut aussi nous permettre de comprendre pourquoi les extravertis se laissent plus aller que les introvertis à l'excès de confiance en soi, c'est-à-dire à une confiance supérieure aux aptitudes réelles. L'agitation positive, c'est aussi la malédiction Kennedy. La théorie de l'extraversion est encore toute récente et loin d'être définitive. On ne peut affirmer que tous les extravertis soient constamment en quête de récompense ou que tous les introvertis se tiennent toujours à l'abri du danger. Pourtant, ce que suggère cette hypothèse, c'est qu'il nous faudrait reconsidérer les rôles joués par ces deux profils dans leur vie et dans leurs institutions de la société. Quand il s'agit de prendre des décisions de groupe, les extravertis feraient bien d'écouter un peu plus les introvertis, surtout si ces derniers entrevoient des problèmes à l'horizon. À la suite du krach de 2008, cette catastrophe financière causée en partie par la prise de risque inconsidérée et l'aveuglement face à la menace, il devint à la mode de se demander si on s'en serait mieux sorti s'il y avait eu plus de femmes et moins de testostérone à Wall Street.
La question que l'on aurait alors dû se poser, c'est plutôt ce qui se serait passé avec quelques introvertis de plus à la barre et beaucoup moins de dopamine. Plusieurs études répondent implicitement à cette question. Le professeur Camelia Kunen de la Kellogg School of Management a découvert que la mutation d'un gène régulateur de la dopamine, DRD4, associé à une extraversion particulièrement portée sur la recherche du frisson, était un facteur quasi certain de la prise de risque financier. Au contraire, les individus dotés d'une variante d'un gène de régulation de la sérotonine, associée à l'introversion et à la sensibilité, prenaient 28% de risque de moins que les autres. Elle a également constaté que ces derniers étaient plus doués que leurs semblables au jeu d'argent, faisant appel à la prise de décision élaborée. Face à une faible probabilité de victoire, ces individus ont tendance à être réticents à la prise de risque. En revanche, si les chances de victoire sont réelles, ils deviennent relativement plus audacieux. Une autre expérience réunissant 64 traders d'une banque d'affaires a révélé que les traders les plus performants étaient généralement des introvertis stables sur le plan émotionnel. Les introvertis semblent aussi meilleurs que les extravertis pour ce qui est de différer la récompense, un atout crucial associé tant à de meilleures performances universitaires qu'à des revenus plus élevés ou à un indice de masse corporelle plus faible. Dans une autre étude, les chercheurs ont donné le choix aux participants de recevoir ou bien une petite récompense immédiatement, un bon d'achat sur Amazon, ou bien un cadeau plus important 2 à 4 semaines plus tard, sachant que la seconde solution était objectivement la plus intéressante. La plupart des sujets optèrent pour la première option, et un scanner du cerveau révéla que le réseau de la récompense était activé. Ceux qui avaient préféré attendre quelques semaines un cadeau plus conséquent montraient plus d'activité dans le cortex préfrontal, cette partie du cerveau neuf qui nous enjoint de ne pas envoyer d'emails assassins et de ne pas finir tout le gâteau au chocolat. Des recherches parallèles soulignèrent que le premier groupe était essentiellement composé d'extravertis et le second d'introvertis. Dans les années 90, alors que je venais d'entrer dans un cabinet d'avocats de Wall Street, j'ai entendu circuler l'histoire d'une compétition entre les banques d'affaires pour décrocher un contrat prestigieux. Chacune des banques principales avait envoyé une équipe de ses meilleurs employés pour convaincre le client en déployant l'arsenal habituel, feuilles de calcul, présentation PowerPoint et ainsi de suite. Mais l'équipe gagnante avait ajouté son propre accessoire à la panoplie. Ils étaient entrés dans la pièce vêtus de t-shirts et de casquettes estampillées des lettres FUD, l'acronyme de Fear, Uncertainty and Doubt, peur, incertitude et doute, barré d'une croix rouge. Les pourfendeurs de ces trois fléaux remportèrent la bataille. Le mépris pour ces sentiments, et par conséquent pour les personnes qui en font preuve, est ce qui, selon Boykin Curry, directeur général de la firme d'investissement Eagle Capital, qui s'est trouvé en première ligne de l'effondrement de 2008, a précipité le krach. Trop de pouvoir était concentré entre les mains de gens agressifs et prompts à prendre des risques. Au cours des 20 dernières années, l'ADN de pratiquement toutes les institutions financières a dangereusement muté, rapporta-t-il au magazine Newsweek au plus fort du krach. On donnait raison à tous ceux autour de la table qui encourageaient à augmenter les risques et le ratio d'endettement. Ils se sont enhardis, ils sont montés en grade et ils ont pris le contrôle de plus en plus de capital. Dans le même temps, on donnait tort à quiconque en haut lieu exprimait la moindre hésitation ou prenait la prudence. On les étouffait par l'intimidation ou en leur refusant leur promotion. Ils ont perdu leur influence sur le capital. C'est ce qui se répétait chaque jour dans presque toutes les institutions financières jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un même profil à la tête des opérations. Pour Curry, pourtant lui-même issu du système qu'il décrit, ce sont les extravertis convaincants qui sont la cause du krach financier global. Certains types de personnalités ont pris le contrôle du capital, des institutions et du pouvoir, renchérit Curry, et ceux qui sont congénitalement plus prudents et introvertis, qui pensent de manière statistique, ont été discrédités et mis à l'écart. Vincent Kaminsky, ancien directeur de recherche pour Enron, compagnie qui fit faillite en 2001 suite à ses pratiques irresponsables, dressa au Washington Post le portrait d'une culture d'entreprise semblable dans laquelle ceux qui prenaient des risques de manière agressive jouissaient d'un statut bien supérieur à celui des introvertis plus prudents. Kaminsky lui-même, d'un profil discret, fut l'un des rares héros du scandale Enron. Il essaya inlassablement de donner l'alerte auprès de l'état-major, répéta que la société s'était engagée dans des opérations suffisamment risquées pour menacer sa survie. Lorsqu'il vit que les grands pontes ne voulaient pas l'écouter, il refusa de conclure ces transactions dangereuses et ordonna à son équipe de ne pas y travailler. La compagnie le priva de son pouvoir de décision.
Quand en 2007, la crise du crédit menaça la viabilité de certaines des plus grosses banques de Wall Street, Karmaski observa que le même scénario se répétait. Disons que tous les démons d'Enron n'ont pas été exorcisés, dit-il dans un article du Post en novembre de la même année. Pour lui, le problème n'était pas seulement que tant de gens aient sous-estimé les risques que prenaient les banques, c'était aussi que ceux qui les mesuraient aient été constamment ignorés, en partie parce qu'ils n'avaient pas le bon type de personnalité. D'un côté, vous aviez un faiseur de pluie qui faisait gagner des sommes colossales à l'entreprise et qu'on traitait en superstar, de l'autre, un pauvre ringard introverti. D'après vous, qui a gagné ? Mais quel est le mécanisme par lequel l'agitation positive embrouille le jugement ? Comment Alan, le client de Janice Dorn, a-t-il pu se laisser entraîner à perdre 70% des économies de toute une vie ? Une piste de réponse a émergé d'une série de recherches insolites menées par le psychologue Joseph Newman de l'Université du Wisconsin. Il a invité des volontaires à participer à un jeu dont la règle était la suivante. Plus on obtient de points, plus on gagne d'argent. 12 chiffres apparaissaient successivement sur un écran de manière aléatoire et le candidat peut interrompre la série à tout moment en appuyant sur un bouton. S'il s'arrête sur un bon chiffre, il gagne des points. S'il en choisit un mauvais, il perd des points. Et s'il n'appuie pas du tout sur le bouton, il ne se passe rien. À force d'erreurs et d'intuition, on comprend que le 4 est le bon chiffre, contrairement au 9. En théorie, en voyant le 9 apparaître à l'écran, on se retient donc d'appuyer sur le bouton. Sauf qu'en pratique, certains candidats continuaient de choisir les mauvais chiffres. Les extravertis, surtout les plus impulsifs, étaient plus enclins à cette erreur que les introvertis. Pourquoi ? Parce que les extravertis pensent moins et agissent plus vite, alors que les introvertis sont faits pour examiner avec attention, les extravertis privilégient la réaction. Cependant, l'aspect le plus intéressant de cette expérience n'est pas tant ce que les extravertis font avant que ce qu'ils font après avoir appuyé sur le bouton. Après avoir sélectionné le chiffre 9, quand les introvertis comprennent qu'ils ont perdu, ils ralentissent avant de choisir de nouveau un chiffre, comme pour réfléchir à la cause de leur erreur. Non seulement les extravertis ne réussissent pas à ralentir, mais ils accélèrent le rythme. Ce comportement a une importance cruciale, car plus on prend le temps de traiter une information surprenante ou désagréable, plus on est susceptible d'en tirer les leçons. Lorsque l'on force les extravertis à ralentir, rapporte Newman, ils deviennent tout aussi performants que les introvertis à ce jeu. Si on les laisse livrer à eux-mêmes, ils ne s'arrêtent pas et n'apprennent donc pas à éviter les ennuis qu'ils ont sous les yeux. D'après Newman, c'est exactement ce qui arrive à des extravertis comme Ted Turner au moment où ils surenchérissent pour acheter une compagnie ou bien lors d'une vente en général. Ils ne savent pas inhiber leur impulsion première. Les introvertis, au contraire, sont programmés pour minimiser l'appel de la récompense, pour étouffer leur agitation positive, pourrait-on dire, et passer en revue les problèmes potentiels. En outre, ils ont tendance à comparer les nouvelles informations à leurs propres attentes. Ils se demandent « Est-ce bien ce que je prévoyais ? Est-ce ainsi que ça doit être ?» Et si la situation ne leur convient pas, ils forment des associations entre ce moment de déception, perdre des points au jeu, et ce qui se passait dans leur environnement à cet instant précis. Appuyez sur le chiffre 9. Ce sont ces associations qui leur permettent de concevoir une récompense adaptée aux signaux d'alarme futurs. La réticence des introvertis à foncer tête baissée n'est pas seulement une protection contre le risque, elle leur profite également dans les tâches intellectuelles, notamment la résolution de problèmes complexes. En moyenne, les extravertis ont de meilleurs résultats que les introvertis à l'école primaire, mais ces derniers les dépassent au lycée et à l'université. À ces niveaux, l'introversion permet de plus grandes performances que les compétences cognitives. Une étude comparant les connaissances de 141 étudiants dans 20 domaines différents, depuis l'art jusqu'à l'astronomie en passant par les statistiques, a révélé que les introvertis obtenaient les scores les plus élevés sur tous les sujets. Ils excellent dans ce que les psychologues appellent la résolution pénétrante de problèmes. La question est, pourquoi ? Les introvertis ne sont pas plus doués que les extravertis. Les tests de QI montrent que les deux types sont également intelligents. Sur un grand nombre de tâches, notamment celles effectuées en temps limité, sous la pression sociale ou qui demandent des compétences multiples, les extravertis s'en tirent même mieux. Ils sont plus compétents que les introvertis pour gérer la surcharge d'informations. Selon Joseph Newman, le caractère réfléchi des introvertis mobilise une grande proportion de leur capacité cognitive. Pour une mission donnée, dit-il, sur 100% de capacité cognitive, un introverti n'affectera en moyenne que 75% à cette activité pour 25% utilisée ailleurs, là où un extraverti canalisera 90% sur la mission.
Cela est dû au fait que la plupart des tâches sont orientées vers un but précis. Les extravertis semblent dédier la majeure partie de leur capacité cognitive à l'objectif qui les occupe, tandis que les introvertis en dépensent une partie à observer comment se déroulent les choses. Les différences ne s'arrêtent pas là. Les introvertis réfléchissent avec plus de soin que les extravertis, qui ont tendance à adopter une approche rapide et grossière des problèmes, négligeant la précision au profit de la vitesse, multipliant le nombre d'erreurs et abandonnant le navire lorsque l'affaire leur paraît finalement trop compliquée. Les introvertis, quant à eux, réfléchissent avant d'agir, digèrent l'information en profondeur, se concentrent plus longtemps sur une tâche, baissent moins facilement les bras et travaillent avec plus de finesse. Les deux profils font également un usage différent de leur attention. Si on les laisse faire, les introvertis resteront assis à méditer, à se remémorer leur passé et à élaborer des projets pour l'avenir, alors que les extravertis seront plus centrés sur ce qui les entoure. Il arrive que les introvertis fassent mieux que les extravertis sur des tâches sociales, pourvu qu'elles exigent de la persévérance. Selon une étude menée par le professeur Adam Grant, que nous avons cité dans le chapitre 2 au sujet du leadership, auprès des employés de centres d'appel, alors qu'il prévoyait que les extravertis plus doués pour le marketing que les introvertis, il s'est trouvé qu'il n'y avait aucune corrélation entre le niveau d'extraversion et la qualité des résultats. Les seuls extravertis à réellement se démarquer étaient ceux dont la conscience d'autrui, mesurée en parallèle, était particulièrement forte. Autrement dit, la persévérance des introvertis prenait largement l'avantage sur l'agitation positive des extravertis, même dans des activités où les compétences sociales pouvaient être considérées comme un atout. La persévérance n'est pas une qualité très séduisante. Si le génie est constitué pour 1% d'inspiration et 99% de transpiration, alors notre culture a tendance à porter au nu ce petit pourcent. Nous en aimons les paillettes, mais c'est dans les 99 autres que réside la vraie puissance. Ce n'est pas que je sois particulièrement intelligent, disait Einstein, je passe simplement plus de temps sur les problèmes. Aucun de ces constats n'a pour but de dénigrer ceux qui abattent des montagnes ou de glorifier aveuglément les méditatifs et les prudents. La réalité, c'est que l'on surévalue l'agitation positive tout en sous-estimant le danger de la sensibilité à la récompense. Il nous faut trouver un juste équilibre entre action et réflexion. Par exemple, lorsqu'on doit embaucher pour une banque d'investissement, m'a expliqué le professeur Kuhnen, il vaut mieux engager non seulement des profils sensibles à la récompense, qui sauront tirer profit des marchés à la hausse, mais aussi des éléments capables de plus de neutralité émotionnelle, afin de s'assurer que les décisions importantes à l'échelle de la compagnie reflètent la synergie entre les deux profils et non l'influence d'un seul. Il est rassurant de savoir que, quelle que soit leur sensibilité à la récompense, tous les membres de l'équipe ont conscience de leur propre positionnement émotionnel et peuvent les tempérer pour s'accorder aux conditions du marché. Néanmoins, les employeurs ne sont pas les seuls à qui il serait bénéfique de prêter un peu plus d'attention à leurs employés. Nous avons tous à gagner au fait de nous écouter nous-mêmes. Savoir se situer sur l'éventail de la sensibilité à la récompense donne le pouvoir de bien mener sa vie. Si vous êtes un extraverti motivé par l'agitation positive, vous avez de la chance car vous ressentez toutes sortes d'émotions vivifiantes. Tirez-en le meilleur parti possible, bâtissez, inspirez les autres, voyez large. Montez une entreprise, lancez un site internet ou construisez une superbe cabane pour vos enfants. Cependant, sachez aussi que vous fonctionnez avec un talon d'Achille que vous devez apprendre à protéger. Entraînez-vous à centrer votre énergie sur ce qui compte vraiment, au lieu de privilégier des activités qui promettent de vous rapporter rapidement de l'agitation positive, de l'argent ou du prestige. Quand des signaux d'alarme semblent indiquer que tout ne se passe pas comme vous l'espériez, apprenez à ralentir pour réfléchir. Tirez des leçons de vos erreurs. Entourez-vous de gens complémentaires, qu'il s'agisse de votre conjoint, d'amis ou de collègues, qui pourront vous aider à vous remettre sur les rails et à compenser vos lacunes. Et lorsqu'il s'agit d'investir ou de faire tout autre engagement qui nécessite un équilibre savant entre risque et récompense, surveillez-vous bien. Pour ce faire, dans les moments cruciaux de décision, veillez à ne pas vous entourer d'images de récompense. Kuhnen et Brian Kunston ont prouvé que les hommes à qui l'on montre des images à caractère érotique juste avant qu'ils jouent de l'argent prennent plus de risques que s'ils visionnent des images neutres de mobilier par exemple. La raison en est que l'anticipation de la récompense, n'importe laquelle, excite nos réseaux pilotés par la dopamine et nous pousse à agir de manière plus brutale. Ce qui pourrait être l'argument de choix pour bannir la pornographie des lieux de travail. Et si vous êtes un introverti relativement immunisé contre les excès de la sensibilité à la récompense, à première vue, il semble à travers la recherche sur la dopamine et l'agitation positive que les extravertis, et eux seuls, soient poussés à travailler dur par l'excitation du but à atteindre.
En tant qu'introverti, je dois avouer que la première fois que j'ai lu cette conclusion, je suis resté perplexe car elle ne reflétait pas mon expérience personnelle. J'adore mon travail depuis toujours, je me réveille le matin tout excité à l'idée de m'y mettre. Alors, qu'est-ce qui motive les gens comme moi? Même si la théorie de l'extraversion fondée sur la sensibilité à la récompense se révèle correcte, on ne peut pas affirmer pour autant que tous les extravertis soient systématiquement plus sensibles à la récompense et inconscients des risques ou, à l'inverse, que tous les introvertis restent de marbre devant les incitations et se montrent vigilants face aux menaces. Depuis Aristote, les philosophes n'ont cessé de constater que ces deux modes d'être, être attiré par ce qui promet de procurer du plaisir et éviter ce qui pourrait causer de la souffrance, sont au cœur de toute activité humaine. Et si les extravertis en général sont plus tendus vers la recherche de la récompense, chaque être humain présente sa propre combinaison de pulsions et de répugnances qui varie parfois selon les situations. Nombreux sont les psychologues de la personnalité qui diraient même que la vigilance à la menace est plus caractéristique d'un trait appelé tendance à la névrose que de l'introversion au sens strict. Les systèmes de gratification et de menace du corps humain semblent en outre fonctionner indépendamment l'un de l'autre, de sorte qu'un même individu peut être sensible ou bien insensible aussi bien à l'une qu'à l'autre. Pour déterminer si vous êtes motivé par la récompense ou par la menace, ou par les deux, voyez si les affirmations suivantes vous correspondent. Si vous êtes sensible à la récompense, quand j'obtiens une chose que je veux, je me sens excité et plein d'énergie. Quand je veux une chose, je fais en général tout mon possible pour l'obtenir. Quand j'entrevois l'opportunité d'avoir ce que j'aime, cela m'excite instantanément. Quand il m'arrive quelque chose de bien, cela a un effet considérable sur moi. Comparé à mes amis, j'ai très peu de peur dans la vie. Si vous êtes sensible à la menace, la critique et la moquerie m'affectent beaucoup. Je suis inquiet ou contrarié si je crois que quelqu'un est en colère contre moi. Si je pense qu'un événement désagréable va se produire, cela me travaille énormément. Lorsque j'ai l'impression de ne pas avoir été bon dans un domaine important, je me sens inquiet. Je crains souvent de faire des erreurs. Mais il existe une autre lecture du plaisir que les introvertis peuvent eux aussi ressentir dans leur travail. Pour en savoir plus, tournons-nous vers le célèbre psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, excusez-moi pour la prononciation, et vers ce qu'il appelle le flux. Le flux, c'est un état optimal dans lequel on se sent totalement engagé dans une activité, qu'il s'agisse de nager des kilomètres, d'écrire une chanson, de pratiquer le sumo ou de faire l'amour. Dans un état de flux, on ne s'ennuie pas, on n'est pas inquiet et l'on ne se pose pas la question de sa propre place. Les heures filent sans qu'on s'en rende compte. La clé du flux, c'est de pratiquer une activité pour elle-même et non pas pour la récompense qu'on en tire. Même si cela n'est réservé ni aux introvertis ni aux extravertis, la plupart des expériences relatées par ce psychologue sont des trajets personnels qui n'ont rien à voir avec la moindre gratification extérieure. Lire, entretenir un verger, traverser l'océan en solitaire. Le flux intervient lorsque, décrit-il, on devient indépendant de son environnement social au point qu'on y répond plus exclusivement en termes de récompense et de punition. Pour atteindre un tel degré d'autonomie, il faut avoir appris à se procurer ses propres récompenses. En ce sens, ce psychologue transcende Aristote. Il nous dit qu'il existe des occupations qui n'ont rien à voir avec l'attirance ou l'évitement qu'elles nous inspirent, mais avec quelque chose de bien plus profond. Le sentiment de complétude que l'on ressent lorsqu'on s'absorbe totalement dans une activité hors de soi. Dans cet état, on peut travailler 12 heures d'affilée pendant des jours sans autre raison que le travail lui-même. Si vous êtes un introverti, vous découvrirez votre flux à vous en faisant usage de vos dons naturels. Vous avez pour vous la persévérance, la ténacité pour résoudre des problèmes complexes et la perspicacité pour éviter les embûches qui causent la chute des autres. Vous êtes relativement épargné par les tentations de gratification superficielle comme l'argent et le statut social. Votre plus grand défi sera même sans doute d'exploiter vos forces. Vous serez peut-être tellement occupé à donner le change et à essayer de passer pour un extraverti sensible à la récompense et plein d'entrain que vous risquez de sous-estimer vos propres talents ou de vous croire déprécié par votre entourage. Mais une fois focalisé sur un projet qui vous tient à cœur, vous constaterez immanquablement que votre énergie est sans limite. Restez fidèle à votre propre nature. Si vous aimez faire les choses de manière lente et régulière, ne laissez personne vous faire croire qu'il faut vous précipiter. Si c'est la profondeur qui vous plaît, ne vous forcez pas à fonctionner autrement. Si vous êtes plutôt monotâche que multitâche, tenez-vous-en à cette méthode. Le fait d'être relativement insensible aux récompenses vous donne l'avantage inestimable de pouvoir suivre votre propre voie. Il ne dépend que de vous de faire bon usage de cette indépendance.
Bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Pendant que je rédigeais ce chapitre, j'ai correspondu avec Jack Welch, l'ancien président de General Electric. Il venait de publier un article dans Business Week intitulé Libérez l'extraverti qui est en vous. Dans son développement, il enjoignait aux introvertis de se montrer plus extravertis dans leur milieu professionnel. Je lui ai alors suggéré que l'inverse était aussi vrai et que les extravertis avaient parfois besoin de se montrer plus introvertis. J'ai également partagé avec lui certaines des idées que je viens d'exposer, notamment sur le bénéfice que Wall Street aurait pu tirer à avoir plus d'introvertis aux commandes. Welch s'est montré intrigué. Pourtant, m'a-t-il objecté, les extravertis vous répondraient qu'ils n'ont jamais entendu parler des introvertis. Ici, Welch marque un point. Les introvertis doivent faire confiance à leur instinct et partager leurs idées avec autant de puissance que possible, ce qui ne signifie pas pour autant singer les extravertis. On peut échanger des idées tranquillement, éventuellement par écrit, dans le cadre d'une conférence bien ficelée, ou encore par l'entremise d'un allié. L'astuce consiste à être fier de son propre style au lieu de se laisser balayer par les normes en vigueur. Les prémices de la grande récession de 2008 sont hélas truffées d'histoires d'individus prudents qui ont pris des risques inconsidérés. C'est le cas de Chuck Prince, ancien directeur de Citigroup et ancien avocat qui avait souscrit des emprunts risqués sur un marché à la baisse parce que, résume-t-il, tant qu'il y a de la musique, on doit se lever et danser. Même les gens fondamentalement vigilants deviennent plus agressifs, confirme Boykin Curry. Ils voient que les employés qui frappent plus fort ont une promotion et pas eux, alors ils décident d'en faire autant. Les histoires de crise financière cachent généralement des intrigues secondaires avec des personnages qui avaient tout prévu. Ces gens-là sont souvent des partisans du fameux FUD, peur, incertitude et doute, le genre d'individus qui baissent les stores de leur bureau, s'isolent de l'opinion publique tout comme de la pression des pairs et qui se concentrent dans la solitude. L'un des rares investisseurs à avoir réussi à prospérer durant le krach de 2008 était Seth Klarman, président d'un fonds spéculatif appelé Bopost Group. Klarman est connu pour l'emporter constamment sur le marché tout en évitant soigneusement de prendre des risques et en gardant une partie de ses avoirs en liquide. Dans les 2 ans qui ont suivi le krach, alors que la plupart des investisseurs fuyaient en masse les fonds spéculatifs, lui doubla pratiquement le capital de Bopost qui atteignit 22 milliards de dollars. Et il accomplit cet exploit grâce à une stratégie explicitement fondée sur la peur, l'incertitude et le doute. Durant les années qui précédèrent la catastrophe, Klarman était l'un des seuls à s'accrocher à un message de prudence et, semblait-il, de paranoïa, se remémore Boykin Curry. Pendant que tout le monde autour se réjouissait, lui stockait sûrement des boîtes de conserve dans sa cave en prévision de la fin de la civilisation. Puis, quand tous les autres ont paniqué, il s'est mis à acheter. Ce n'est pas seulement une question d'analyse, c'est ainsi qu'il est fait sur le plan émotionnel. Les personnes à s'être montrées assez fines pour anticiper le désastre en marche furent des exceptions. Parmi elles, un gérant solitaire de fonds spéculatifs, Michael Berry, qui se décrit comme heureux dans sa tête et qui passa les années précédant le krach seul dans son bureau de San José, en Californie, à passer au peigne fin des documents financiers et à développer sa propre vision controversée des risques boursiers. 2 autres personnalités atypiques se distinguèrent. Charlie Ledley et Jamie May, des investisseurs maladroits sur la scène sociale dont toute la stratégie était elle aussi fondée sur le FUD et notamment sur la survenue possible de changements inattendus sur le marché. Ce n'était d'ailleurs pas tant une stratégie qu'une philosophie de vie selon laquelle la plupart des situations n'étaient pas aussi stables qu'il y paraissait. Après que leur placement contre le marché des prêts hypothécaires à risque leur eurent donné raison en 2006 et 2007, leur assurant au passage un gain de 100 millions de dollars, ils se demandèrent comment des gens qui avaient fait mouche de manière aussi spectaculaire, à savoir eux-mêmes, pouvaient conserver ce manque d'assurance et ce sens du doute qui leur avait précisément permis d'avoir raison. Si Ledley et May comprenaient la valeur de cette absence fondamentale de confiance en soi, elle parut tellement effrayante à d'autres qu'ils renoncèrent à investir avec ces deux-là, sacrifiant ainsi des millions de dollars par pur préjugé contre le FUD. Ce qui est ahurissant avec Charlie Ledley, en dit Boykin Curry, qui le connaît bien, c'est que des clients potentiels sortaient parfois de son bureau en ayant peur de lui confier leur argent car il avait l'air de manquer de conviction. Ils allaient alors déverser des fortunes dans des fonds gérés par de jeunes loups qui respiraient l'assurance et la certitude. Naturellement, quand l'économie s'est retournée, les investisseurs trop sûrs d'eux perdirent la moitié de leurs clients pendant que Charlie et Jamie décrochaient le gros lot. Tous ceux qui s'étaient limités aux apparences sociales pour juger du sérieux de leurs investisseurs avaient eu tout faux. Penchons-nous sur un autre exemple concernant cette fois-ci l'explosion de la bulle Internet en 2000.
Il s'agit ici d'un introverti autoproclamé établi à Omaha, dans le Nebraska, où il est célèbre pour sa manie de s'enfermer dans son bureau pendant des heures. Warren Buffett, un des hommes les plus riches au monde et un investisseur de légende, s'est précisément servi des attributs que nous avons évoqués dans ce chapitre, la persévérance intellectuelle, la réflexion prudente et la capacité à repérer ainsi qu'à tenir compte des signaux d'alarme, afin de gagner des milliards de dollars pour lui-même et pour les actionnaires de sa compagnie Berkshire Hathaway. Buffett est connu pour savoir réfléchir posément, quand tout le monde autour de lui perd la tête. Dans le monde de l'investissement, explique-t-il, la réussite n'est pas une affaire de QI. Dès lors qu'on a une intelligence normale, ce qu'il faut, c'est le tempérament pour maîtriser les pulsions qui mettent les autres en difficulté. Chaque été, depuis 1983, la banque d'investissement branchée Allen & Co organise un week-end de séminaire à Sun Valley dans l'Idaho. Ce n'est pas juste un séminaire, c'est un spectacle somptueux avec fêtes gigantesques, rafting sur la rivière, patinage sur glace, randonnée en montagne, pêche à la mouche, équitation et armada de noudous pour s'occuper de la progéniture des invités. Allen & Co étant la banque attitrée de l'industrie des médias, la liste des hôtes inclut des magnats de la presse, des célébrités d'Hollywood et des stars de la Silicon Valley. On y a déjà vu Tom Hanks, Candice Bergen, Rupert Murdoch ou encore Steve Jobs. En juillet 1999, Warren Buffett était de la fête. Il en était d'ailleurs tous les ans, avec toute sa famille, et arrivait en jet privé pour cette joyeuse occasion de passer du temps ensemble et de retrouver de vieux amis. Mais cette année-là, l'ambiance était tout autre. On était à l'apogée du boom des nouvelles technologies et il y avait de nouvelles têtes autour de la table, celles de dirigeants devenus brusquement riches et célèbres et des capitalistes aventureux qui les avaient financés. Ils étaient tous au sommet. Lorsque la photographe star Annie Leibovitz vint immortaliser les petits génies des médias pour le magazine Vanity Fair, certains jouèrent des coudes pour être sur la photo. Ils étaient l'avenir, croyait-il. Buffett n'était résolument pas de ceux-là. C'était un investisseur de la vieille école qui ne se laissait pas éblouir par des compagnies dont les perspectives de profit n'étaient pas claires. Certains le considéraient en retour comme un dinosaure. Il avait pourtant encore assez d'influence pour qu'on lui demande d'assurer l'allocution de clôture de la conférence. Il y réfléchit longuement et passa des semaines à préparer son discours. Après une mise en bouche charmante de modestie où il raconta avoir craint de parler en public jusqu'au jour où il avait pris des cours de Dale Carnegie Institute, il annonça à la foule réunie avec force, détails brillamment et méticuleusement analysés, pourquoi le marché à la hausse des nouvelles technologies ne tiendrait pas. Il avait étudié les données, relevé les signaux de danger pour ensuite prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils signifiaient. C'était sa première intervention publique depuis 30 ans. Le public ne fut pas conquis. Buffett venait de leur gâcher la fête. Ils lui offrirent une standing ovation tout en n'hésitant pas à la disqualifier en privé. Ce bon vieux Warren, il est malin, mais cette fois-ci, il a raté le coche. Ce soir-là, le séminaire s'acheva dans un feu d'artifice étourdissant. Comme toujours, le week-end eut un succès retentissant. Pourtant, son aspect le plus important, ce message d'alerte adressé par Warren Buffett, ne devait se révéler que l'année suivante, lorsque la bulle d'Internet explosa exactement comme il l'avait prédit. Buffett est fier, non seulement de ce qu'il a engrangé, mais surtout d'avoir toujours suivi sa propre feuille de route. Pour lui, le monde se divise en deux groupes, ceux qui se concentrent sur leurs propres instincts et ceux qui suivent aveuglément le troupeau. J'ai l'impression d'être allongé sur le dos, raconte-t-il sur sa vie d'investisseur. Au-dessus, il y a le plafond de la chapelle Sixtine, et moi, je peins. J'aime bien qu'on me dise que c'est une chouette fresque, mais c'est mon tableau à moi. Alors, quand quelqu'un vient me dire « j'aurais mis du rouge à la place du bleu », je réponds « au revoir ». C'est mon tableau, et je me moque de savoir combien il se vendra, car il ne sera jamais terminé. C'est ça qui est magnifique. Nous arrivons au terme de ce chapitre, encore un long chapitre. J'espère qu'il vous aura plu, que vous vous retrouvez un peu dans ce qui a été dit. Il était aussi complexe, celui-là, avec tout ce qui est finance, etc. C'est pas donné à tout le monde. J'espère que tout a été clair. Il y a beaucoup de noms, c'est un peu compliqué, parce que beaucoup de noms qu'on ne connaît pas, beaucoup de choses. Mais écoutez, c'était fort intéressant et j'ai l'impression, en fait, à travers toutes ces lectures, qu'on peut être un peu des deux, effectivement. On peut être introverti et extraverti. Extraverti dans certains domaines, introverti dans d'autres. Je ne sais pas trop exactement encore où se situer. Est-ce que vous arrivez à vous situer dans tout ça? En tout cas, on a fini le gros sous-chapitre 2 qui était, je ne sais plus, alors attendez, je tourne mon livre. Est-ce que je peux le retrouver rapidement? Je ne le retrouve plus, évidemment. C'était la biologie, je crois. Ouais, c'était la biologie.
Donc on a fini ce gros aspect du livre, l'impact de la biologie, voilà, je l'ai retrouvé. Et là, on va commencer le gros chapitre 3. Toutes les cultures ont-elles un idéal extraverti? Nous verrons cela. On arrive bientôt à la fin du livre, il reste une centaine de pages. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée ou une belle nuit si tel est le cas, et je vous dis à très vite.